Bien, merci à tous d'être présents. Merci à Terre de Rencontre de nous accueillir. Donc. Soyez bienvenus. Merci d'avoir fait le déplacement. On va essayer de ne pas perdre trop de temps parce qu'on a pris un petit quart d'heure toulousain bien gras déjà. Donc je me présente très rapidement puisque le CV de Hervé est beaucoup plus long que le mien. Donc moi je suis journaliste de formation scientifique. Je travaille pour plusieurs titres comme Nexus, Inexploré, Le Monde des religions. Avant je travaillais pour Nouvelle Clé. Voilà, des titres que peut-être vous connaissez un peu. Et donc je m'intéresse à tous les sujets dont il va être question ce soir. Alors Hervé, lui par contre, c'était un enfant précoce qui a découvert la méditation très tôt. Dès l'âge de 9 ans, il pratiquait la relaxation, la respiration ventrale, etc. Ensuite, il a été initié à la méditation. Il a suivi l'enseignement d'un maître indien pendant plusieurs années, pendant une dizaine d'années. Et puis, il a fait des études scientifiques, donc c'est l'intérêt aussi de la soirée, c'est qu'il a le double regard. Il a fait une maîtrise électronique qu'il a poursuivie par un DEA d'astrophysique. Et donc il a travaillé dans ce domaine-là aussi en tant qu'ingénieur pendant plusieurs années. Et puis il a découvert le Kundalini Yoga, dont il est devenu assez rapidement un enseignant. Et donc il suit de 90 à 96 l'enseignement de l'école du Tantra, avec une première expérience d'animateur, d'enseignant. Voilà, donc il se perfectionne parallèlement dans le cadre de son activité professionnelle dans la pédagogie, l'animation de groupe, ce qui l'amène aujourd'hui donc à pratiquer en tant que formateur, en tant que thérapeute et en tant que coach. Il a créé en 2005 l'association des bus cyclistes et puis l'association du cyclamen blanc pour enseigner le Kundalini Yoga et donc animer des cercles de dynamique de groupe. Puis en 2009, il a quitté son poste d'ingénieur dans l'industrie pour se consacrer pleinement à ses activités d'enseignant et de thérapeute et de formateur, pour notre plus grand plaisir. Et il va nous dire un mot aussi de ses activités récentes dans le domaine des établissements d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes avec des patients Alzheimer. Une expérience très enrichissante, ainsi qu'il me l'a confié. Et donc il est l'auteur de 2 livres, De la voiture au vélo et L'éveil des consciences, qui se trouvent là. Pour ma part, je suis également auteur de quelques bouquins, dont le dernier, Intuition et sixième sens. Voilà, dans la collection dirigée par Stéphane Alix, que certains d'entre vous connaissent. Alors, le programme de la soirée, c'est vrai qu'on part donc de quelques principes fondamentaux de la physique quantique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de physique quantique, donc c'était un peu la motivation aussi pour cette conférence, c'est de resituer un peu les choses. Vu que Hervé a une formation scientifique, moi aussi je suis de formation initiale scientifique, on pense qu'il y a beaucoup de choses un petit peu légères qui sont dites sur ces sujets-là. Il y a aussi des choses bien, des choses sérieuses, bien sûr, on ne prétend pas nous avoir la vérité, hein. Mais l'idée c'est vraiment de partir de quelques concepts fondamentaux de la physique quantique qui ouvrent sur la notion de conscience, puisque la physique quantique amène naturellement à cette idée de conscience. Et sauf que cette notion de conscience, elle ne suffit pas, puisque vous savez que si vous êtes intéressé par tout ce qui est développement personnel, etc., qu'il ne suffit pas d'aller d'une école à l'autre, d'une technique à l'autre. On est rapidement confronté à des blocages profonds, et parce qu'au-delà de la conscience, il y a quelque chose qui s'appelle l'inconscient, et qui est vraiment c'est vraiment la clé en fait du problème. Il faut aller chercher jusque là. Donc quelle est la cartographie de l'inconscient? On a bien sûr, on va parler un peu de Freud, un peu aussi de Jung. Quelles sont les techniques d'écoute de l'inconscient? Comment explorer son inconscient? Qu'est-ce qu'on découvre quand on explore cet inconscient? Et ensuite, voilà, Hervé va nous parler de différentes méthodes aussi de thérapie, de dynamique de groupe. Et on arrive finalement à cette notion d'éveil des consciences dont on a tous besoin, en tout cas la société dans laquelle on vit probablement a besoin de cet éveil collectif des consciences. Voilà, je passe la parole à Hervé. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à tous, bienvenue dans cette salle que j'affectionne particulièrement puisque j'y vais plusieurs fois par semaine depuis quelques années pour donner des cours de yoga. Mais là, j'ai un peu inversé les choses, ne serait-ce qu'au début, puisque déjà quand je donne les cours de yoga, je suis de l'autre côté. Les élèves sont tournés par là. Donc là, on a complètement inversé les choses. Là, en général, dans le yoga, je m'adresse au corps complètement. Et là, on va s'adresser à la tête, on va s'adresser un peu à des concepts. Je vais utiliser la parole. La parole, elle utilise les mots ont un sens, etc. Mais moi, ce qui est important pour moi, parce qu'on va parler d'éveil des consciences, on va parler de toutes ces choses-là, tous ces phénomènes qui sont en train de se passer actuellement, qui sont très importants. Ce qui est important, c'est de pouvoir être dans toutes les dimensions de l'être. Et ce qui est important pour moi, c'est de m'adresser aussi bien à votre tête, à vos concepts, qu'à votre
vos deux autres centres, je dirais, c'est comme si on avait trois cerveaux, justement. Jocelyn parlait des interventions que je fais avec des Alzheimer. Effectivement, je me suis vraiment rendu compte que chez eux, le cerveau cérébral, lui, il marche plus, ça c'est clair. En revanche, les autres cerveaux, le cœur, dans lequel il y a l'affectif, et le ventre, dans lequel il y a l'émotionnel, tout ce qui est du niveau de la grégarité, etc., ça fonctionne toujours très bien et c'est complètement évident qu'on a toutes ces dimensions-là. Et moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir m'adresser à vous dans toutes ces dimensions-là. Alors, pour ce faire, d'abord, je voudrais vraiment qu'on crée un petit peu un lien, une réceptivité, etc. Donc, je vais vous proposer de décroiser les jambes, voilà, de poser les sacs, d'autre part. Ah, je suis gonflé, je vais loin. De vous mettre debout, troisièmement. De décroiser les bras. On continue. On va faire un petit exercice tout simple. Je vous propose simplement de vous frotter les mains. Donc, frotter les mains, voilà, comme ça. Alors ça, c'est qu'un exercice, ça nous arrive de l'utiliser en Kundalini Yoga, cet exercice. On dit quand on fait ça qu'on recherche le champ magnétique. Bon, ça c'est la partie orientale, quoi, je dirais, c'est ce qu'ils disent là-dedans. Mais nous, Français, on a aussi notre culture, et dans notre culture française, on a un petit, comment dire, une petite expression qui dit on s'en frotte les mains. Vous savez, on s'en frotte les mains, on est tout content. Donc je vous invite à vous frotter les mains, mais dans cette énergie-là, vous frottez les mains, vous êtes super content, quoi. Voilà, ça chauffe, ça fait mal aux épaules, c'est normal. Voilà, donc vous continuez, ça fait bien mal aux épaules, vous êtes dans cet enthousiasme, voilà. Et puis on va essayer de se mettre un peu sur l'énergie du cœur, donc vous allez fermer vos yeux. Voilà, comme ça, chacun est isolé sur lui-même. Vous allez vous connecter tout en ayant bien mal aux épaules. Voilà, tous ces exercices-là qui font mal aux épaules, on dit que ça travaille sur le 4e chakra, le chakra du cœur. Et donc là, vous allez arrêter de frotter les mains. Et vous allez poser, toujours les yeux fermés, la main droite sur le cœur, c'est-à-dire au niveau plutôt au niveau du chakra du cœur, c'est-à-dire au niveau du sternum, en plein milieu. Alors, en plein milieu, juste au-dessus du plexus solaire, main droite, main gauche par-dessus, tout simplement. Voilà, là vous êtes sur votre cœur. Ça c'est l'énergie du cœur. Et quand on est sur l'énergie du cœur, on peut ressentir cette énergie du cœur. Et cette énergie du cœur, elle permet de partager. Et moi, ce que je vais vous proposer maintenant, tout simplement, c'est de transformer cette foule de personnes qui ne se connaissent pas en des gens qui se connaissent et qui soient dans cette énergie du partage, cette énergie du cœur. Donc vous allez simplement ouvrir les yeux, vous tourner vers votre voisin proche, le regarder dans les yeux, lui serrer la main et échanger les prénoms. Comme ça, on va juste sortir de l'anonymat comme ça. Voilà, juste comme ça. Voilà, tout simplement, on crée un tout petit contact, voilà, et on se connaît, on est sorti de l'anonymat. Une fois que c'est fait, maintenant, alors accrochez-vous, parce que maintenant, ça va être plus dur, ça va être au niveau du cerveau. Hein. Je vous invite à vous asseoir. Bon, donc on va effectivement dérouler maintenant tous ces sujets qu'on va dérouler en à peu près un peu plus d'une heure, hein, puisqu'il y aura un temps de partage derrière, de questions-réponses, etc. Ces sujets qui vont, comme le titre l'indique, de la physique quantique jusqu'à l'éveil des consciences. Alors, la première partie est assez théorique, mais on n'a pris qu'un tout petit échantillon. Il faut savoir que tous ces sujets qu'on va défiler vont peut-être susciter de la curiosité chez vous, vont peut-être donner envie d'en savoir plus. Pour ce faire, durant toute l'année, on a mis des conférences en place d'1h30 à chaque fois. Il y a 9 conférences. Donc, tous ces sujets qu'on va balayer très vite aujourd'hui, vous pourrez les creuser, notamment la physique quantique. Alors là, je pars sur la physique quantique où je balaye vraiment très très rapidement. Alors, on se remet début XXe siècle. À l'époque, on croyait, les scientifiques croyaient avoir à peu près tout découvert. Et puis, en fait, il y a quelques petites expériences qui ne marchaient pas. Ils ont creusé. Et ils se sont rendus compte qu'au niveau de l'atome, parce qu'à l'époque, la physique quantique, ça traitait vraiment de la recherche de ce qui se passait au niveau le plus élémentaire de la matière, ils se sont rendus compte qu'au niveau de l'atome, les choses ne se passaient pas pareil qu'au niveau au niveau macroscopique, au niveau mésoscopique de notre propre dimension. Et notamment, on va illustrer ça par une seule expérience qu'on appelle le phénomène d'intrication, qui a été, qui a fait l'objet de 30 ans d'échanges, de discussions entre Bohr et Einstein. Il a d'abord été appelé sous le nom de
de paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, parce que l'idée c'était, comme c'est pas du tout logique, lorsque la physique a commencé à découvrir toutes ces choses-là, on arrivait sur des choses impossibles. Et notamment en ce qui concernait la lumière, puisque à cette période-là, on était en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que la lumière. On connaissait très bien l'aspect ondulatoire de la lumière. C'est les équations de Maxwell, c'est les interférences qui démontrent ça, etc. Mais dans les laboratoires, commençait à venir, à être illustré le fait que la lumière est aussi des corpuscules. Et d'ailleurs, le mot quantique vient de quanta, qui dit que, tiens, l'énergie, elle se divise par petits morceaux indivisibles. Un peu comme la matière, on savait qu'il y avait l'atome, c'était indivisible. Et bien on trouvait la même chose pour l'énergie, pour la lumière, ce qui était complètement nouveau. Et il y avait les partisans de la partie ondulatoire, tout le monde le savait, et les partisans de la partie corpusculaire, sauf qu'on disait si c'est l'un, c'est pas l'autre. Et ce qu'a démontré la physique, et maintenant tout le monde le sait, c'est que c'est l'un et l'autre, ce qui n'est pas possible au niveau macroscopique. C'est-à-dire que là, si j'ai deux portes, si je passe par une porte, je ne passe pas par l'autre porte. Par contre, une onde, si j'ai une onde qui arrive ici, elle va passer par les deux portes à la fois. Eh bien, l'atome ou le photon, il fait les deux à la fois. En même temps, c'est une corpuscule et en même temps, il est capable de passer par les deux portes à la fois, ce qui est complètement surprenant. Et toute la logique a disparu comme ça. Alors, je vais juste prendre l'illustration de ce fameux paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen. Voilà. Jocelyn et moi, nous sommes deux particules. Nous sommes deux particules, nous interagissons ensemble. On se serre la main. Ok. On a interagi ensemble. Le fait d'avoir interagi ensemble, si nous étions deux atomes, ferait que nous ne pourrions pas avoir la même carte d'identité. Il y a ce qu'on appelle les nombres quantiques, qui sont déterminés pour lui et pour moi. On n'a pas la même identité, de toute façon on fait pareil. Hein. Et la seule petite différence, c'est que il y a ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli qui dit que si lui, il s'appelle d'un nom, moi, je n'ai pas le droit de m'appeler du même nom. C'est un peu la même chose. Sauf que la petite différence, c'est qu'au niveau de l'atome, les choses ne sont pas figées. C'est-à-dire, c'est comme si lui, son identité n'était figée que quand on la lui demandait, et puis moi, quand on va me le demander aussi. Alors là, on a interagi tous les deux. Il y en a un des deux, il va s'appeler A, l'autre, il va s'appeler B. Et puis ensuite, on s'en va. Chacun de son côté. On marche pendant 1 million de kilomètres, à la vitesse de la lumière. Ouais, on marche vite. On va à la vitesse de la lumière pendant 1 million de kilomètres. Et puis à un moment, dans 200 kilomètres, il y a un policier qui arrive et dit « T'es qui toi ?» Lui, il dit « A ». Le fait qu'il dise qu'il est A, moi, automatiquement, je me retrouve à être B. Or, c'est là le paradoxe, Einstein à l'époque avait expliqué qu'aucun élément n'était capable de remonter d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Or, si lui, il est à 1 million d'années-lumière, et moi aussi, le fait que, quand on lui pose la question, quand on observe la particule, puisque c'est des particules à l'origine, hein, des particules ou des photons, quand on l'observe, ça fige son état, automatiquement, ça fige l'état de l'autre côté de l'univers, ce qui est complètement incompréhensible. Donc, ils se sont mis la tête dans tous les sens. Mais ce qu'on va retenir de ça, on va retenir 2 ou 3 points seulement. On va retenir le fait que la logique, le raisonnement logique, nous sort de la logique. Parce que ce sont des équations à l'origine qui ont permis tous ces développements, etc. Je veux dire, tout a été observé, mis en équation, développé, etc. Et finalement, on arrive sur des trucs complètement illogiques. Donc d'ici à dire qu'il y a une invitation à l'ouverture vers autre chose, il n'y a pas des kilomètres, bien sûr. Et d'autre part, l'autre élément très important, c'est que l'observation va figer l'état de la particule. C'est-à-dire que c'est le fait d'observer la particule qui va modifier son état. Pareil, il y a eu des décennies de discussions avant d'accepter ça. Bon, aujourd'hui, c'est accepté. Et on en arrive à conclure, parce qu'au fur et à mesure, on avance de plus en plus, surtout que ça a à peu près un siècle, à se dire, mais finalement, c'est notre conscience qui va modifier l'état de la matière, jusqu'à aller à tous ces développements, même ces exagérations auxquelles on assiste actuellement, en disant, mais donc finalement, notre pensée crée le monde. Ce qui est complètement en accord avec les philosophies orientales, eux ils le disent depuis très longtemps, mais pas basé sur la même chose. Et donc ce principe d'attraction, voilà, tout ce que je dis, tout ce que je pense, me crée mon univers. Bon,
Ah, donc j'aimerais bien avoir une belle maison, une femme superbe, des enfants, un chien, etc. Donc j'ai qu'à le penser et ça marche. Or, ça marche pas si bien que ça, on le saurait pourtant. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, si tu veux bien, je vais résumer un petit peu ce que tu viens de dire pour fixer un peu les idées. Donc, c'est vrai que le premier principe dont on a parlé, c'est la dualité onde-corpuscule. Le fait que les particules subatomiques, donc qu'il s'agisse des photons, des électrons, protons, neutrons, ont la double nature, et c'est valable également au niveau des atomes et des molécules, on l'a mis en évidence à des niveaux supérieurs, à des échelles supérieures, ont cette double nature à la fois ondulatoire, c'est-à-dire étendue dans l'espace, et corpusculaire, c'est-à-dire limitée dans l'espace. Donc cette première observation, elle, effectivement, comme l'a dit Hervé, ça heurte notre logique qui repose sur ce qu'on a appelé la logique du tiers exclu, qui est due à Aristote. C'est-à-dire que c'est de deux choses l'une. Par exemple, c'est valable pour une porte elle est ouverte ou fermée. C'est valable pour le blanc, le noir. C'est valable pour le jour, la nuit. Mais ce n'est pas valable pour les particules subatomiques. Les particules subatomiques ont cette double nature. Donc ça, c'est le premier principe, effectivement, qu'il faut retenir. Et le second principe, c'est le principe d'intrication, où effectivement deux particules qui s'éloignent l'une de l'autre à la vitesse de la lumière restent corrélées entre elles, ou intriquées, donc il y a plusieurs termes qui sont utilisés. C'est-à-dire que, quelle que soit la distance qui les sépare, il y a un lien qui est mystérieux, qui continue à les unir, de telle sorte que si on fait une mesure sur l'une, ça influence immédiatement l'autre. Donc ça sous-entend qu'il y a une sorte de fond à cet univers quadridimensionnel, donc 3 dimensions d'espace et une dimension de temps, dans lequel on est plongé, puisque cette intrication, ce lien entre ces deux particules, il est indépendant de l'espace et il est indépendant du temps. Ça a été montré par des expériences qui sont des expériences tout à fait sérieuses qui ont été faites dans les grands accélérateurs de particules à Genève, qui ne sont pas des spéculations fumeuses, ce sont des vraies expériences de physique. Voilà, donc voilà les deux premiers points essentiels dont Hervé a parlé et qui nous amène effectivement à introduire la notion de conscience, parce qu'en plus, tout phénomène quantique n'accède à une réalité que lorsqu'il est observé. Tant qu'il n'est pas observé, il reste dans un état dit indéterminé. Donc, quel que soit le phénomène quantique qu'on observe, par exemple la désintégration d'un atome, d'un noyau, il n'est pas déterminé, il reste dans un état indéterminé, dans des états superposés, tant qu'il n'est pas observé. Donc l'image qu'ont pris par exemple les auteurs Ortoli et Farabaud dans le Cantique des quantiques, c'est que c'est le poisson soluble, c'est-à-dire qu'on pêche un poisson dans une mare, et tant qu'on n'a pas pêché le poisson, il est dissous en fait dans la mare, il est partout dans la mare, et il ne se matérialise qu'au moment où on le pêche. Voilà, c'est un peu pour fixer les idées, j'espère que je n'ai pas introduit plus de confusion.